Enquête. Christophe Ondelatte. Je vous raconte l'un des crimes les plus célèbres du Second Empire, le massacre de Pantin, près de Paris, en 1869. Une famille tout entière que l'on retrouve assassinée. C'est le premier crime de l'histoire auquel va vraiment s'intéresser la presse. Jusque-là, elle rendait compte des procès. À partir de cette affaire, elle va se mettre à raconter les crimes dans le détail. D'où le profil de l'invité qui débriefera cette histoire tout à l'heure. Myriam Tsikounas est professeure d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne. C'est une spécialiste du traitement du crime dans les journaux du 19e siècle. Mais d'abord, l'histoire du massacre de Pantin, réalisation signée Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je vous amène à Pantin, aux portes de Paris, un matin de septembre 1869, le 20, un lundi, sous le Second Empire donc. Pantin, dans ces années-là, c'est la campagne. Il n'y a rien de la ville d'aujourd'hui, rien. Des champs, à perte de vue. Il est 5 heures du matin, et un paysan, Jean Langlois, s'en va dès les premières lueurs de l'aube, bêche à l'épaule, travailler dans son champ. Et en arrivant dans son champ, il voit tout de suite une sorte de trace rougeâtre dans l'herbe. Alors il se penche. Mon Dieu, c'est du sang. Alors il suit la trace, et elle mène au coin du champ, à une sorte de monticule de terre. Il donne un coup de bêche, et il voit apparaître un mouchoir rouge de sang, et il creuse encore. Et voilà un bras d'enfant. Alors maintenant, il creuse avec les mains et il dégage le corps d'un petit garçon qui doit avoir dans les 7 ans. Ni une ni deux, Jean Langlois détale en direction de Pantin prévenir la police, qui envoie immédiatement, sur place, un commissaire et un médecin légiste. Et dans leur sillage, on voit arriver au bord du champ une bonne 50aine de Pékins de Pantin alléchés par l'odeur du sang. Ils sont venus voir ce gosse qu'on a retrouvé mort. L'enfant a 3 plaies au cou et dans le dos. Ça ressemble bien à des coups de couteau, non? Mais c'est pas fini. Langlois, avec sa bêche, continue de creuser alentour. Venez-y voir. Il vient de déterrer un autre corps. Un garçon de 14 ans environ qui présente lui aussi 3 plaies derrière la tête. Et j'en ai encore un. Langlois déterre alors une petite fille, pas plus de 4 ans, dans une petite robe bleue. Elle a le visage tailladé et 2 plaies au ventre. Triple meurtre. Nom de Dieu. Encore un autre. Non, quadruple meurtre. Une femme, la quarantaine, elle a été tuée à coups de couteau. C'est la mère, sans doute. Il y a maintenant des dizaines et des dizaines de curieux qui rappliquent de tous les recoins de Pantin. Et forcément, ils mettent leurs gros sabots partout, et il y a des femmes qui s'évanouissent. Ça n'est plus une scène de crime, c'est un champ de foire. Mais poussez-vous donc. Poussez-vous donc, messieurs, dames. Le commissaire décide de faire venir la troupe du fort d'Aubervilliers tout proche. Mais même les militaires se font déborder. Et soudain, on entend Langlois qui s'écrie « Venez-y. J'en ai un autre. » C'est un garçon d'environ 10 ans. Il a encore sur sa tête sa petite casquette bleue avec un galon doré. Il a été poignardé au visage et son œil pend hors de l'orbite. Et encore un. Mais bon Dieu, mais ça ne s'arrêtera jamais. Cette fois, c'est un adolescent de 15 ou 16 ans, tué à coups de couteau comme les autres. 6 cadavres. Tous imbriqués dans une fosse qui mesure 3 mètres de long et 60 cm de large sur une profondeur d'environ 40 cm. Une femme et 5 enfants. Si c'est la mère, où est le père? Le commissaire a fait venir son secrétaire. Il lui dicte à voix haute ses premières observations. La femme adulte est sans doute enceinte. Ses vêtements sont de bonne qualité, virgule. Une robe de soie noire, virgule. Des bagues aux doigts,
virgule, et des boucles d'oreilles de valeur. Point. Les garçons portent des costumes de collégiens. Il s'agit sans doute d'une famille bourgeoise. Point. Puis il réquisitionne 2 charrettes de maraîchers et il fait emmener les 6 corps à la morgue de Paris, sur l'île de la Cité, derrière Notre-Dame. Et c'est d'ailleurs la sûreté de la préfecture de police de Paris qui récupère l'enquête. Parce que 6 morts, c'est un peu gros pour un commissaire de Pantin. Le patron de la sûreté s'y colle en personne, le commissaire Antoine François Claude, un petit bonhomme aux allures de notaire. À la morgue, les 6 cadavres sont maintenant alignés dans la salle dite des purifications. Et figurez-vous que pour les voir, il y a foule. C'était comme ça à l'époque. Quand il y avait un crime, on allait voir les cadavres sur place ou à la morgue, comme au spectacle. Et là, comme l'histoire des 6 cadavres de Pantin est à la une de tous les journaux du soir, eh bien c'est l'affluence des grands jours. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui se poussent du col devant les vitres de la morgue pour voir les cadavres. Les corps sont déshabillés, photographiés, et les 3 médecins légistes se lancent dans des autopsies. Ça leur en fait 2 chacun, ça dure un peu. Et finalement, ils rendent leur verdict. Alors, on relève au total plus de 100 blessures. Elles ont été infligées par un ou des instruments tranchants, aigus ou contendants, tels un couteau, une hache ou une pioche. Les meurtres, à notre sens, remontent à 24 heures maximum. Et, dernière chose, la dame était enceinte, d'environ 7 mois. Ben voilà. Sur les vêtements des petits garçons, on trouve une étiquette. Thomas, tailleur à Roubaix. Bon ben, faut aller à Roubaix, hein. Je vois pas d'autre solution. Prendre le train et aller à Roubaix. 2 inspecteurs en civil partent immédiatement en train vers le nord de la France. Ça n'est pas la porte à côté. Il va falloir être patient. Pendant ce temps-là, le cirque continue. Des dizaines de personnes se sont mises en tête d'aller sur place, à Pantin, là où on a trouvé les corps. Et ils y vont en train, depuis la gare du Nord. Et ils sont tellement nombreux que la compagnie des chemins de fer a dû affréter des rames supplémentaires. Jean Langlois voit donc débarquer dans son champ des familles entières qui, tenez-vous bien, se mettent à ramasser des brins d'herbe tachés de sang en souvenir. Quelle époque! Mais l'enquête va avancer avant même le retour des inspecteurs partis pour Roubaix, grâce à un hôtelier de Pantin qui vient voir les policiers de la sûreté. Il y a 8 jours de ça. J'ai reçu un drôle de client. Et il s'est inscrit sous le nom de Quinck. Jean Quinck. Et il disait être mécanicien à Roubaix. Je l'ai trouvé bizarre parce que il avait des vêtements, je dirais de fantaisie. Et puis il a loué une chambre, mais il n'a pas dormi là. Il passait juste récupérer son courrier. Et puis le dimanche 19, une femme a passé. C'est ça qui m'a fait penser à votre massacre. Une femme avec ses 5 enfants. Et elle a demandé après lui, mais il n'était pas là. Alors elle a déposé ses affaires et elle a retenu 2 chambres. Le 19 septembre, dit-il. Mais c'était la veille de la découverte des 6 cadavres. On conduit immédiatement le monsieur à la morgue. Vous les reconnaissez? Oh mon Dieu, Marie-Joseph. Oh oui que je les reconnais. Les pauvres petits. La pauvre dame. Au même moment, arrive un télégramme de Roubaix. Les inspecteurs ont vu le tailleur qui a fabriqué les vêtements des enfants. Il leur a donné un nom. C'est le même. Quinck. Le commissaire Claude peut donc maintenant mettre un nom et un bout d'histoire sur ces 6 corps qui reposent à la morgue. Il s'appelle Quinck. Et d'après les premières informations, ils habitaient à Roubaix, rue de l'Alouette. À Roubaix, le père, qui est alsacien d'origine, aurait un atelier de mécanique.
un bon bourgeois. Sa femme s'appellerait Hortense. Ils avaient 6 enfants, ils en attendaient un 7e. 6 enfants, dites-vous? Ah mais là, il y a un problème. Parce qu'à Pantin, on a retrouvé 5 cadavres d'enfants, plus celui de la mère. Il en manque un. Il manque l'aîné, Gustave, 20 ans. Et le père, bien sûr. Il manque aussi le père, Jean. Ça serait donc le père et le fils qui les ont tués tous. Et pourquoi? Les premiers retours de l'enquête indiquent que le père, récemment, s'était mis en tête de déménager. Il voulait quitter Roubaix pour ouvrir une usine en Alsace, sa région natale. Alors il est parti en éclaireur. Et il a demandé à son fils Gustave de le rejoindre. Et puis finalement, il a fini par écrire à sa femme pour lui demander de les rejoindre, non pas en Alsace, mais à Pantin près de Paris, le 19 septembre. Et vous connaissez la suite. 6 cadavres sous un tas de terre. Dernière chose, ça n'est pas le père qui s'est inscrit dans cet hôtel de Pantin sous le nom de Jean Quinck. Le réceptionniste, c'est formel. Vous me dites que c'est un père de famille? 6 enfants? Oh ben non, c'est pas lui. Moi, mon Jean Quinck à moi, il avait pas plus de 20 ans. Et ben un poil au menton. Or, le père a 50 ans et une grosse barbe noire. Hypothèse donc, c'est Gustave, le fils aîné. Il s'est fait passer pour son père. Et du coup, il devient le suspect numéro 1. Cette enquête, en tout cas, passionne la presse. Elle fait la une de tous les journaux. Et ça, en 1869, c'est assez nouveau. Parce que jusque-là, les journaux rendaient compte des procès avec passion, mais jamais des crimes eux-mêmes, ni des enquêtes. Et là, le propriétaire du petit journal, Moïse Polydore Millot, a décidé d'innover. Les gens sont passionnés par le crime. Enfin, il n'y a qu'à les voir aller sur les lieux, et puis ensuite à la morgue. Enfin, cette histoire, ces 5 enfants, ça les a forcément touchés. Forcément. Ce qu'on va faire, c'est couvrir l'affaire au jour le jour. Témoigner chaque matin dans le journal de l'avancée de l'enquête. Et la suite le soir, dans l'édition du soir. Il faut faire ça quotidiennement. Pas bête. Du coup, il double son tirage. Il se met à vendre 500 000 exemplaires tous les matins. Dans la foulée, évidemment. Les autres journaux s'y mettent aussi. Vous savez comment sont les journalistes, de tout temps. Des moutons. Un journal met les bouchées doubles. Le Gaulois. Il récupère un croquis du champ et le publie. Mais surtout, il récupère une photo de chacun des 6 cadavres. En 1869, on ne sait pas imprimer des photos. Mais qu'importe. Les journalistes du Gaulois en tirent des dessins. Ils en publient 3 dans l'édition du matin et 3 de plus dans l'édition du soir. Des dessins des cadavres, avec ce commentaire déjà sensationnaliste. Ces têtes sont effroyables à voir. Qui se douterait que sous ces chairs défigurées circulait la vie, que le sang circulait sous cette peau flasque, que ces bouches hideusement convulsées, que ces lèvres déchiquetées souriaient et parlaient. Ah, ils apprennent vite, les journalistes de l'époque. Revenons à l'enquête. Le scénario qui se dessine dans la tête du commissaire est celui-là. Le père et le fils ont tué tout le reste de la famille. Et comme ils sont alsaciens, ils ont dû s'enfuir en Alsace ou en Allemagne. C'est à ce moment-là que dans l'entourage des Quinck, les policiers identifient un personnage. À Roubaix, tout le monde leur a parlé de lui. C'est un gamin de 20 ans que le père considère comme son fils. Un certain Jean-Baptiste Tropman, alsacien comme lui, mécanicien comme lui, et vivant à Roubaix comme lui. Et surtout, les policiers ont appris que ce Tropman est parti en repérage en Alsace avec le père Quinck. Et depuis, il a disparu. Au minimum, c'est un témoin clé. Au minimum. Un matin,
un cocher de fiacre se présente à la sûreté. « Oh, je suis venu vous dire. La famille qu'elle a été massacrée, là. Je les ai reconnus grâce au journal. Le jour qu'ils sont morts, là. Et c'est moi qui les ai déposés au carrefour des 4 chemins. » Et ils étaient seuls? Oh ben non. Non, il y avait un jeune homme avec eux. À quoi ressemblait-il, ce garçon? Il était blond? Ah non. Il était tout petit, brun, et assez malingre. Il décrit trait pour trait Jean-Baptiste Tropman. Confirmation qu'il est plus qu'un témoin clé. Le commissaire Claude décide alors de diffuser un bulletin de recherche de ce Tropman à toutes les brigades de police et aux gares et aux ports. Et c'est dans un port que cette affaire va rebondir, au Havre, grâce à un gendarme nommé Ferrand qui est en charge de la sécurité du port. Il est midi, il entre dans un bistrot et, en professionnel, il balaie la salle du regard. Et au pif, il repère tout de suite 2 types louches, avec le regard fuyant. « Bonjour messieurs, gendarmerie du port. Puis-je avoir vos papiers, s'il vous plaît ?» Le premier montre des papiers en règle. Mais le second, un jeune brun très maigre, ne les a pas sur lui. « Ils sont à mon hôtel. »« Ben, très bien. Suivez-moi à la gendarmerie, monsieur. »« D'accord, mais vous faites erreur. » Ils sortent du café. Et le gendarme, pour faire la conversation, lui demande. « Alors dites-moi, l'ami, vous arrivez de Paris ?»« Oui. »« Et vous avez entendu parler de ce massacre qui a eu lieu à Pantin ?» Et là, l'autre se met à courir comme un dératé en direction du bassin du commerce. Et il plonge dans le port. Et des dockers sont là, ils lui lancent une bouée, il la refuse. Au contraire, il se met à nager dans l'autre sens. Enfin, il tente de nager parce que il nage comme un fer à souder, le gamin. Un ouvrier travaillant sur le port le voit en difficulté, il plonge à son tour. Il veut lui porter secours, mais l'autre, c'est incroyable, l'envoie bouler. Et puis finalement, il arrive à le maîtriser. Il le sort du bassin, épuisé, crachant tripé boyau, il a bu la tasse, et les gendarmes fouillent le bonhomme, et sous sa chemise, il trouve une lettre signée Jean Quinque. Et à ce moment-là, le gendarme Ferrand réalise que le gamin ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce Tropman que les policiers parisiens recherchent dans toute la France. Alors il envoie immédiatement un télégramme à la Sûreté de Paris. Avons arrêté au Havre dénommé Tropman. Attendons instruction. Et les instructions, c'est de le ramener dardard à Paris. Le voyage en train vers Paris est homérique. Le train a à peine démarré que c'est un défilé devant son compartiment pour le voir. Et à chaque gare, les gens sur le quai se pressent contre les vitres pour tenter de l'apercevoir. À Rouen, il y a même des gens qui montent à bord pour le lyncher. « Tueur d'enfants, là! Monstre! Livrez-le-nous! Pas de procès pour l'assassin !» Et arrivé à Saint-Lazare, c'est pareil. Une foule déchaînée veut escorter le fiacre jusqu'à la prison. Et là, le commissaire et le juge d'instruction ont une idée. Ils voient Tropman terrorisé par la foule, épuisé, tremblant comme une feuille. Ils se disent, on a un coup à jouer. « Emmenez-nous à la morgue, au galop !» Ils l'emmènent tout de suite à la morgue. Ils vont lui mettre les cadavres sous le nez. Ça va lui faire un électrochoc. « Alors, Tropman, est-ce que vous reconnaissez les personnes dont les cadavres sont exposés ici ?»« Bah oui. Oui, ce sont les Quinques. Il y a Hortense, la mère, là. Et puis là, c'est les enfants. Marie, Achille, Alfred, Henri et Émile. » Raté. Ça ne lui a fait aucun effet. Aucune émotion devant les corps alignés. D'où on conclut que ce gamin n'a pas de cœur. Mais il a quand même des choses à dire. « J'ai assisté à leur meurtre.
Et juste assisté, hein. C'est le père et son fils Gustave qui ont fait le coup. Après, j'ai aidé. Ça, c'est vrai. J'ai aidé à pousser vers la fosse. Et je les ai tenus pendant que Jean et Gustave les frappaient. Mais c'est eux qui les ont tués, hein. Le premier face-à-face entre le jeune Jean-Baptiste Tropman et le commissaire Claude a lieu le 25 septembre. Bien. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Tropman, Jean-Baptiste, né le 3 octobre 1849 à Brunstadt, dans le Haut-Rhin. Comment est-ce que vous connaissez la famille Quinck, monsieur? Je suis mécanicien à Roubaix. J'ai rencontré Jean Quinck en cherchant du travail, quoi. Et comme on est du même pays, on a vite sympathisé. Son fils est né à mon âge. Vous persistez à dire que Jean Quinck et son fils ont tué le reste de la famille. Oh ben oui. Et pourquoi? La femme, Hortense, elle était infidèle. Et Jean, il en avait assez, quoi. Et il voulait se venger. Alors Gustave, il adore son père, et puis... Après, il savait que l'argent serait tout pour lui, quoi, si les autres disparaissaient. Donc, vous les avez aidés. Oui, je les ai aidés, mais ils m'ont manipulé, hein. Moi, je devais juste amener Hortense et les enfants au lieu de rendez-vous, mais quand la tuerie a commencé, j'ai rien pu faire, quoi. On a retrouvé des chèques de Quinck sur vous. Oh ben ça, c'est le prix de mon silence. On le renvoie en cellule. Et à ce moment-là, le commissaire est bien incapable de dire s'il dit vrai ou s'il ment. Mais ça ne va pas durer longtemps. Le lendemain, coup de théâtre. À Pantin, comme tous les jours depuis l'affaire, il y a foule sur le champ où on a retrouvé les corps. Une incroyable kermesse, avec des camelots qui vendent des souvenirs, et d'autres qui proposent des textes de chansons sur le massacre, et d'autres qui les chantent. Grand Dieu, calmez vos alarmes, et venez sécher vos larmes, le monde entier tout tremblant, des forfaits de ce Tropman. À un moment, débarque même une troupe de théâtre. Elle prétend rejouer la scène du massacre. Elle se fait huer pour son indécence et doit plier bagage. Et dans la foule des curieux, se trouve un boucher, venu en voisin des Halles de la Villette, avec son chien. Et l'animal, dès qu'il arrive sur place, bloque sur un coin du champ, à 30 mètres de la fosse. Le boucher s'approche, il frappe le sol avec son bâton. Ça sonne creux. Oh ben je crois qu'il y a quelque chose là-dessous, là. Quelqu'un a-t-il une pioche? Il se met à creuser. Et une main apparaît. Et un foulard rouge. Et le corps tout entier d'un jeune homme face contre terre. Il a un couteau de cuisine encore planté entre les épaules. Et les mains attachées dans le dos. C'est Gustave. C'est Gustave Quinck, c'est le fils aîné. L'âge, les vêtements qu'il porte, tout correspond. Et sur son tricot, il y a la même étiquette que ses frères et sœurs. Thomas, tailleur à Roubaix. On fait venir le médecin légiste. Je dirais qu'il n'a pas été tué en même temps que les autres. La décomposition a commencé. À mon avis, il a été assassiné 3 ou 4 jours avant les autres, quoi. Du coup, dans la foulée, on se met à retourner tout le champ, au cas où il y aurait aussi le cadavre du père. Mais on ne trouve rien. Alors le corps du jeune Quinck rejoint les 6 autres corps à la morgue, où le commissaire Claude ordonne qu'on lui amène sur le champ Jean-Baptiste Tropman. Il ne lui dit rien. Il relève juste d'un coup le drap qui recouvre le cadavre de Gustave. Oh, le malheureux! Ah, approchez-vous du cadavre, approchez-vous. Je sais que ça sent mauvais, mais approchez-vous donc. Vous reconnaissez cet homme? Ah ben oui, c'est Gustave Quinck. C'est vous qui l'avez tué? Ah non, c'est son père qui l'a sans doute assassiné. Il avait peur qu'il révèle le crime. C'est que Gustave a aidé au meurtre. Et puis, son père l'a tué après, à son tour.
Et là, le commissaire lui fait remarquer que, selon le légiste, Gustave Quinck a été assassiné bien avant les autres, et que donc son histoire ne tient pas. Gustave n'a pas pu participer au meurtre de sa mère, de ses frères et de ses sœurs, puisqu'il était déjà mort quand ils ont été tués. Mais votre docteur est un âne. Comme Jean a enterré son corps loin des autres, il s'est décomposé plus vite. Il a réponse à tout. Une vraie tête à claque. Évidemment, maintenant, l'idéal serait de retrouver le cadavre du père. Ça lui clouerait le bec au gamin, si on pouvait lui présenter le cadavre de Jean Quinck sous un drap blanc à la morgue. Il doit être quelque part en Alsace. Ils sont allés là-bas ensemble au mois d'août. Il a dû le tuer là-bas. En attendant, le juge pense que son dossier est assez solide. Alors il décide de renvoyer Jean-Baptiste Tropman devant la cour d'assises sans attendre qu'on ait retrouvé le cadavre du père. Les assises où il risque la peine de mort. Et là, il se passe quelque chose d'assez étonnant. Le 12 novembre, Jean-Baptiste Tropman passe aux aveux. Le commissaire prétend qu'il l'a eu à la ruse, qu'il lui a dit qu'il avait retrouvé le cadavre du père, que donc il était cuit, qu'il valait mieux qu'il parle. Il avoue d'abord qu'il a tué le père, Jean Quinck, et il est prêt à montrer l'endroit où il a planqué le corps, comme on s'en doutait, c'est en Alsace. Et c'était le 25 août. J'ai atterré Jean Quinck dans les ruines d'un vieux château. Je lui avais fait croire que je connaissais un atelier clandestin de fausse monnaie. Parce que vous savez, il faisait l'honnête, là, mais quand on parlait d'argent facile, bref. J'avais dans ma poche un flacon de cyanure. Et à un moment, il ne me voyait pas, j'ai décidé de verser le contenu du flacon dans sa bouteille de vin. Et puis, arrivé en haut de la côte, je lui ai dit de boire. Et il l'a fait. Et il est tombé d'un coup foudroyé. Et pourquoi ce crime? Pour l'argent. Je supportais plus de voir mes parents dans la misère. Et dans la foulée, il avoue avoir tué Gustave Quinck, le fils aîné, le 17 septembre. Quand on s'est retrouvé au milieu des champs, je lui ai porté un coup dans le dos. Et si j'en ai porté d'autres, je me souviens un point. Et puis après, je l'ai dépouillé, et puis je l'ai mis dans une fosse. Tout ça, il le dit sans aucune émotion, sur un ton mécanique, monocorde. Et ça n'est pas fini, bien sûr. La dame Quinck, elle est arrivée dans la soirée du 19 septembre, avec les enfants. Et je lui ai dit que j'allais la conduire à son mari. On s'est engagé dans un champ. Et là, je l'ai frappée avec mon couteau. Elle n'a pas crié, hein. Elle est juste tombée. Ensuite, j'ai frappé 2 enfants et ils n'ont pas poussé un cri. Et puis j'ai pris les 3 qui restaient. J'ai étranglé le premier avec un foulard. Et après, j'ai fait pareil avec les 2 autres. Et ensuite, je les ai frappés à coups de pioche et de pelle pour les défigurer. Et puis voilà, je les ai enterrés. Dès le lendemain, des policiers se rendent en Alsace à la recherche du cadavre du père. Ils le trouvent dans les ruines du château dont Tropman a parlé. Maintenant, le procès va pouvoir s'ouvrir. Et dans ces années-là, il est bon pour la guillotine, hein. Surtout maintenant qu'il a avoué. Mais quelques jours avant, il se rétracte. « Oh, j'ai menti. C'est pour couvrir des complices. On était 4 dans le coup. » Et il se met à raconter une histoire à dormir debout, à laquelle personne ne croit. Le procès du jeune Jean-Baptiste Tropman s'ouvre à Paris le 28 décembre 1869, c'est-à-dire 3 mois après la découverte du massacre à Pantin. La salle d'assises du palais de justice est flambant neuve. Et figurez-vous que pour assister à ce procès, il y a des billets à vendre. Et on se les arrache, hein, à prix d'or. Et comme toujours à cette époque-là, tous les grands écrivains sont au premier rang. Gustave Flaubert est là, et Alexandre Dumas, et Lautréamont, et Rimbaud. La presse est un peu déçue par ce Tropman qu'elle trouve trop ordinaire et un peu falot. Mais elle est fascinée par ses mains. Le petit journal écrit: ses mains sont des battoirs énormes, avec les pouces anormalement développés, et sa main droite ressemble à des serres de vautour. Tropman est défendu par le meilleur avocat de l'époque, maître Charles Lachaud. Mais à l'issue,
Aucune surprise. Jean-Baptiste Tropman est condamné à mort. Et à l'époque, on allait se promener sur les scènes de crime, on allait voir les cadavres à la morgue comme au spectacle, et bien sûr, on allait assister aux exécutions. Et avant l'exécution, tenez-vous bien, le directeur de la prison de la Roquette, où Tropman est incarcéré, donne un repas de gala. Le 19 janvier 1870, à 7 heures du matin, il y a plus de 20 000 personnes pour assister à l'exécution du jeune Tropman. La légende dit qu'au moment où le bourreau a déclenché la chute de la lame, Tropman lui a mordu le pouce. Le soir même, le directeur du Petit Journal, Moïse Millot, donne une grande réception et il lève sa coupe de champagne devant ses 500 invités. À la mémoire de l'assassin, qui est un bienfaiteur de notre journal. Et c'est sur cette phrase d'un cynisme absolument incroyable que se termine cette histoire. Et je vais débriefer cette histoire avec vous maintenant, Myriam Tsikounas. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne. Vous êtes une spécialiste de la presse de cette époque du 19e siècle. Parlons d'abord, partons de cette dernière scène qui est absolument immorale, ce directeur du Petit Journal qui, au soir de l'exécution de Jean-Baptiste Tropman, lève sa coupe de champagne et remercie le bienfaiteur du journal qui lui a fait doubler ses ventes. Qu'est-ce qui se passe en cette fin du 19e siècle? On a l'impression qu'une barrière morale a sauté. Alors, comme vous l'avez dit, il y a quand même la morgue est un spectacle à l'époque, et les exécutions publiques aussi, au point qu'on va interdire quelques années plus tard que les exécutions restent publiques. Alors, quand on regarde l'iconographie de l'époque, c'est vrai qu'on voit des Parisiens et sans doute même des personnes habitant plus largement en Île-de-France qui ont loué à prix d'or une fenêtre, une chambre, un studio, parfois même une toiture, une chambre de bonne pour pouvoir regarder au loin l'exécution. On dit que les militaires ont eu beaucoup de mal à contenir cette foule immense. Et évidemment, comme vous venez de le rappeler, le directeur de la prison de la Roquette n'a pas donné l'exemple, puisqu'il a fait un repas de gala. Un repas de gala, des agapes, alors que... et ça a beaucoup choqué un témoin étranger, le romancier Tourguenieff, qui a décidé d'y consacrer un récit à cette exécution de Tropman, qui a été très choqué par le comportement des Parisiens. Mais je m'interroge sur les raisons de cette absence de bonne morale chrétienne, parce que tout de même en 1869, l'Église catholique pèse son poids sur la société française. Ça ne se fait pas de se réjouir de la mort d'un homme. Alors ça se fait là d'autant plus que Tropman est alsacien, vous l'avez dit, il habite Cernay dans le Haut-Rhin, et que on est quand même à la veille de la guerre franco-prussienne. Il y a déjà des rumeurs de guerre, et que toutes sortes de rumeurs ont circulé, et parmi ces rumeurs, on a aussi dit que Tropman pouvait être un espion à la solde de la Prusse. Des choses et leur contraire ont été dites. Donc c'est vrai qu'il y a une détestation. Il est détesté des républicains, des ouvriers qui souhaitent, qui trouvent que ça ne va pas, qu'on cache les vrais problèmes aux Français dans une presse de faits divers qui étale ça tous les jours, ce crime, et qui, alors qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants. Mais il est détesté aussi par les proches de l'empereur qui y voient un espion. Ah, c'est intéressant, ça veut dire que le crime, c'est l'opium du peuple. Le crime, c'est l'opium du peuple. Ce sont les beaux jours, vous l'avez dit, de la grande presse, et le Petit Journal double ses tirages. Mais vous avez parlé du Gaulois. Le Gaulois est un journal qui vient à peine de naître en 68 et qui va être très attentif à cette affaire. Comme vous l'avez dit, il va y avoir ce dessin à partir d'une photographie de la morgue avec ces 6 cadavres. Un peu plus tard, on va avoir également un dessin à partir d'une photographie de Tropman, mais où on va transformer les mains et le visage pour en faire une sorte de monstre. Et il y a une vraie appétence effectivement pour le crime, puisqu'on va lire aussi de plus en plus la presse spécialisée comme Le Droit ou la Gazette des tribunaux, qui au départ est plutôt une presse spécialisée, lue par les avocats,
À partir de 67-68, on peut dire que beaucoup de Français achètent également ce journal. Mais quel est le journal qui se vendait? Je regardais tout à l'heure le Gaulois, ça se vendait 5 sous. Voilà, alors il y en a à 5 sous, les plus chers sont à 25 sous. Alors c'est difficile de dire qui les lit, on sait à peu près qui les achète, mais on pense qu'il y a beaucoup plus de lecteurs, évidemment, que d'acheteurs, que toute la famille lit, et que certains journaux sont aussi déposés dans des ateliers, etc. Donc beaucoup de lecteurs, peut-être 3 fois plus de lecteurs que d'acheteurs. Ce Gaulois, là, c'est un journal qui a disparu. C'est marrant parce que je suis sûr que c'est un titre qui ferait fureur aujourd'hui, le Gaulois. Il y a un côté très, très Racine, très Astérix dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce journal? Comment se fait-il qu'il n'existe plus et qu'il a disparu si vite? Alors, je ne suis pas la spécialiste, mais il me semble qu'il était quand même très proche du Figaro. Il se voulait plus fait diversier, plus grand public que le Figaro, mais à peu près de même composition, et le Figaro l'a emporté. Ah, il y a quelque chose de frappant, évidemment, c'est la présence aussi au procès de la totalité des grands écrivains de l'époque. Vous avez parlé de Tourgueniev, qui est un écrivain russe. Il y a Flaubert qui est là. Il y a Maxime Ducamp aussi, donc avec Flaubert. Lautréamont, Rimbaud. Ils sont là aux premières loges. Les écrivains allaient se nourrir de ça. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? À quoi ça servait? Alors, ils se nourrissent beaucoup des procès. On l'a beaucoup dit ensuite aussi pour Maupassant, qui envoyait carrément sa mère à toutes les cours d'assises pour ensuite lui raconter des histoires dont il allait faire ses nouvelles et ses contes. Oui, ils sont très souvent là aux premières loges pour donner matière à leurs futurs récits. Également, alors on a beaucoup dit c'est une scène de spectacle. On a beaucoup comparé Troppmann à un acteur, en disant un freluquet, c'est le terme qui revenait, frêle, malingre, d'à peine 20 ans, a réussi à tenir en haleine des spectateurs qui sont pourtant habitués à Paris à toutes sortes de scènes intéressantes, mais là il a fait fort, il a raconté ça par épisode, il a usurpé des identités du père, du fils quinque, il a volé, il a fait un feuilleton de sa vie. Alors on comprend bien le mécanisme qui fait qu'on s'intéresse à cette histoire, parce que des crimes, il devait y en avoir de nombreux à l'époque, enfin au moins autant qu'aujourd'hui. Mais là, c'est vrai qu'il y a un processus d'identification qui est assez simple, puisque il s'agit d'une famille nombreuse, comme beaucoup de familles françaises à cette époque-là. Une mère et ses 6 enfants ont été assassinés. Chacun peut se voir dans ce miroir. Oui, et en plus, c'est quand même une femme enceinte de plus de 6 mois qui est assassinée. Et à partir du moment où on apprend donc que c'est Troppmann le criminel, se met aussi en place autre chose, une sorte de phénomène de fascination, de non-concordance entre ce petit jeune homme qu'on décrit comme de petite taille, très frêle. D'ailleurs, c'est ça qui choque beaucoup les journalistes pendant les 3 jours de procès. Il disparaît pratiquement derrière son box. Et ce petit être a fait présence d'une force absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va dire finalement c'est à la fois un monstre chaud et un monstre froid. Il a été capable de grande intelligence, de ruse, il a fabriqué lui-même de l'acide prussique pour tuer le père quinque en pleine forêt de Wattwiller, à côté des ruines du château dont vous avez parlé. Donc d'un côté monstre froid, et de l'autre il a encore des traces de primitivité sur lui, puisqu'il tue avec des instruments de travail et des instruments agricoles, avec une fourche, une faux, etc. Au minimum, c'est un psychopathe, ce Jean-Baptiste Troppmann, et possiblement peut-être même un schizophrène. La violence quand même de ces 6 meurtres. Il tue des gens qui sont des proches. Il a grandi avec eux, il les connaît, ces enfants-là, intimement. Gustave, à son âge, ils ont probablement été copains. Ils ont été copains. Ce qu'il faut dire, c'est que Troppmann a très très mal vécu la faillite de son père. Son père, c'est-à-dire que les quinques ont la trajectoire absolument inverse des Troppmann. Le père Troppmann, en Alsace, a commencé par être un petit industriel. Il avait une dizaine d'ouvriers et il était installé donc à Cernay, là où passait une route nationale qui menait vers la Suisse, vers Bâle. Cette route a été détournée. Donc l'entreprise a beaucoup moins bien fonctionné. Et en plus, le père de Jean-Baptiste Troppmann s'est disputé avec son associé, lui a fait un procès et l'a perdu.
Il s'est mis à boire et évidemment, ça a entraîné non seulement la faillite, mais la ruine financière totale de cette famille et le désespoir de la famille. Les quinques ont réussi, quoi. Voilà. Donc en fait, il n'a pas tué n'importe qui, il a tué son miroir inversé. Celui qui partit de rien, simple ouvrier, a réussi à devenir petit patron à Roubaix, alors que son père, à lui, petit patron, on est réduit à avoir un fils ouvrier. Merci beaucoup Myriam Tsikounas d'avoir accepté de revenir pour nous sur cette incroyable affaire Tropman, qu'on appelle aussi le massacre de Pantin. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.